Bonjour tout le monde. On va commencer dans 1 minute. Est-ce que vous pouvez me confirmer en levant la main ou en écrivant dans le chat que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Merci. Alors, c'est parti. J'ai un petit commentaire. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Ce webinaire-là est une mise à jour du webinaire que j'ai fait à la fin mars sur les programmes gouvernementaux qui ont été mis en vigueur à partir principalement du 15 mars. D'autres mesures étaient un petit peu plus tard, d'autres sont rétroactives. Et puis, vous avez vu sûrement que ça a beaucoup changé. À chaque jour, il y avait des annonces. Même aujourd'hui, je préparais mon webinaire, puis il y avait d'autres changements que je devais apporter là, en temps réel. Donc, c'est sous toute réserve que les informations sont encore valides, mais il reste qu'il y a plein d'informations ici qui sont super pertinentes à vous partager et en espérant que vous allez apprécier. Alors, aujourd'hui, les programmes gouvernementaux que j'ai à vous proposer, juste avant de ma présentation. Donc, je vais revenir un peu sur le PCU, la prestation canadienne d'urgence, qui est une mesure pour les employés, pas nécessairement pour l'employeur, mais il reste qu'il faut quand même comprendre la logique en arrière de ce programme-là pour vous appuyer. Ensuite, tout ce qui est une question d'assurance chômage, le SSUC, subvention salariale d'urgence canadienne, ça c'est le 10%, ça c'est de l'aide au maintien aux emplois ou le 75% d'aide financière sur les salaires. On va s'amuser dans le fonctionnement de cette mesure-là. Le PATT, programme d'aide temporaire provinciale, et le nouveau programme aussi, peut-être la dernière annonce là, qui est la plus grande nouveauté, donc le PACM, c'est le programme d'action concertée pour le maintien en emploi. C'est un portefeuille de 100 millions de dollars là, qui a été mis en vigueur par le gouvernement québécois aussi pour la formation continue et, mettre du temps, de l'argent et de l'énergie dans la gestion de vos ressources humaines. Donc, je me présente, Maxime Dubois. Vous êtes habitué, je crois, de m'entendre. Je suis un spécialiste en gestion des ressources humaines. Je me spécialise dans l'impartition, la sous-traitance du département RH, d'établissement de politique et justement aussi la formation, les conférences, les ateliers de tout genre d'un point de vue RH. Donc, le plan de la présentation s'est présenté. Comme la dernière fois, bien entendu, je vais faire volontairement, je vais omettre de discuter de certaines mesures, là, comme celles qui sont les mesures fiscales ou d'allègement qui sont annoncées pour les entreprises, tout ce qui est accès au crédit, toutes les stratégies sanitaires, gestion du stress, les prêts aux organisations, ces trucs-là. Moi, je me concentre réellement parce qu'il y a tellement de mesures en ce moment, je me concentre réellement à celles qui sont en lien avec la gestion des ressources humaines. Donc, mon petit tableau résumé de la dernière fois. Donc, vous avez justement des pertes de revenus dues à la crise actuelle. Il y a différentes stratégies personnelles et corporatives à avoir. La première, je l'ai dit d'emblée, c'est de vérifier avec votre assureur privé. Vous auriez peut-être des clauses de perte d'affaires qui pourraient vous supporter. Si jamais votre assureur privé vous n'avez pas d'assurance privée, il y a d'autres mesures maintenant qu'on appelle le filet social, là, qui sont des mesures gouvernementales qui vous permettront d'assurer justement la pérennité de votre organisation. Donc, on les appelle les aides au maintien des emplois. Là, on verra tantôt différentes mesures. Si jamais vous n'êtes pas capable de conserver les emplois actuels, soit temps plein ou temps partiel ou pour la plupart de vos postes, mais là, il y a différentes stratégies disponibles. Ce sont probablement les programmes fédéraux qui vont être disponibles pour vous. Le premier, c'est l'assurance emploi, bien entendu. Donc là, présentement, ce qu'il faut comprendre, ce que je vais expliquer, c'est que
présentement, on ne peut pas faire de demande d'assurance-emploi. Donc, les gens qui sont mis à pied, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est faire une demande de prestation canadienne d'urgence. Donc, toutes les demandes qui ont été faites avant le 15 mars sont admissibles en assurance-emploi, mais tout ce qui a été fait après, ça va être effectivement converti en prestation canadienne d'urgence. On parle du 2000 $ par mois. Et il y a toujours aussi le travail partagé où là, on dit, bon, ben moi, comme employeur, je vais tenter de conserver justement le maximum de travailleurs chez moi. Et ça, ma stratégie, dans ce cas-là, ça va justement être de garder mes gens à temps partiel, c'est-à-dire quelques jours par semaine avec leur revenu habituel. Puis, dans d'autres circonstances, ce que je vais faire, c'est que les autres jours où je ne peux pas les conserver au travail, ça va être justement, leur salaire va être supporté par Assurance Emploi. Donnez-moi juste un instant. Merci. Donc, la prestation canadienne d'urgence, c'est pas là-dessus que je vais élaborer le plus de temps possible, le plus de temps, mais je vais me concentrer justement sur les mesures corporatives. Donc, les employés sont admissibles effectivement s'ils ont une réduction des heures importantes, soit permanente ou temporaire, ou qui sont temps plein ou temps partiel. Donc, les demandes d'assurance-emploi doivent être faites actuellement, mais comme je vous dis, sont converties en PCU. Donc, ce qui a été fait avant le 15 mars, c'est de l'admissibilité standard aux prestations régulières d'assurance-emploi. Donc, les gens qui sont admissibles doivent avoir fait le nombre d'heures assurables. C'est en fonction du taux de chômage de la région. Et ils vont avoir des prestations là, qui vont être de 55 % de leur salaire jusqu'à un maximum assurable de 54 000 $ par année. Donc, ça, c'est le fonctionnement qu'on était habitué de voir. Après, le 15 mars, tout a été converti puis traité par l'Agence du revenu du Canada. Donc, ça, c'est une mécanique que vous avez vue à la télévision ou à la radio, dans les journaux, où c'est possible justement de faire une demande de 2000 $ par mois. Il fallait faire des demandes lundi, mardi, mercredi en fonction de notre date de naissance. Et ça s'adresse aux travailleurs, bien entendu. Cette rémunération-là est assurable. Pas assurable, pardon, elle est imposable. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent aussi avec nos travailleurs, de dire ah ben moi, ça ne vaut pas la peine de revenir travailler, je gagne plus qu'avant ou peu importe. Le gouvernement pense à des mécaniques aussi pour ça. Dans certaines circonstances, ça va être intéressant de rappeler vos gens au travail éventuellement, plutôt qu'avec les aides financières qui sont proposées un petit peu plus tard, plutôt que de laisser vos employés sur le PCU au final. Donc, le PCU, pour l'instant, c'est jusqu'au mois de juin, hein, le 6 juin prochain. C'est une aide financière pour les 4 prochains mois. Il reste qu'il est prévu qu'à la fin du programme, là, ça veut dire que dans 4 mois, si votre organisation n'est pas capable de rappeler vos gens encore, ben, les employés pourront, du fait même, ils sont mis à pied, pourront faire une demande d'assurance-emploi régulière, donc au chômage, là, proprement dit. Donc ça va s'ajouter. Donc, le PCU, dans un premier temps, on l'écoule, puis ensuite, l'assurance-emploi, dans un deuxième temps, on viendra ajouter des semaines. Pour ceux qui ont fait une demande de chômage avant le 15 mars, ben là, c'était la date limite. Là. Eux sont en train d'écouler leur semaine d'admissibilité de chômage et ils ne seront pas admissibles au PCU si ça ne se termine pas avant le 6 juin. Effectivement, on pose la question, est-ce que j'aurai accès à la présentation? Vous aurez effectivement accès à la présentation. Je vais vous l'envoyer demain par courriel en PDF. Donc, vous avez vu le ministre fédéral, le premier ministre, pardon, Justin Trudeau, nous dire faites-nous confiance, rappelez vos gens au travail. Il va y avoir une subvention salariale d'urgence pour les entreprises. C'est pas prêt, vous ne toucherez pas l'argent tout de suite. Par contre, il faut nous faire confiance, puis vous aurez accès justement à cette aide, cette subvention, cette aide salariale-là pour rappeler vos gens ou pour les faire travailler en ce moment. Donc, la mécanique, elle est la suivante. C'est qu'il faut être une organisation où il va avoir eu une perte de revenus
Donc, ça avait été annoncé à 30%. Maintenant, pour la première période, du 15 mars au 11 avril, il faut être capable de démontrer une perte de revenus de 15% en lien avec la crise actuelle. Et pour les mois suivants, donc c'est-à-dire avril, mai et juin, il faudrait être capable de démontrer une perte de 30% des revenus. Tout ça un comparatif de 2019 versus 2020. Ils ont aussi élargi les critères, c'est-à-dire que, vous voyez, ils ont diminué à 15% la perte de revenus pour le premier mois au lieu de 30, mais aussi, si jamais vous n'êtes pas en mesure d'avoir des bons comparatifs avec mars, avril, mai, juin 19-20, vous pouvez faire une moyenne aussi de janvier-février 2019. Je vais vous le montrer dans le prochain tableau. Et ça, c'est un peu pour aider les organisations qui n'ont pas d'historique si valide que ça dans les dernières années. Le salaire basé des employés sur l'aide financière sera toujours celui qui aurait été versé entre le 1er janvier et le 15 mars 2020. Donc, la base salariale sur laquelle le gouvernement va prendre, c'est justement celle-là. Donc, vous voyez, les périodes d'admissibilité, c'est un copier-coller du tableau sur le site du fédéral, les périodes d'admissibilité. Donc, c'est une mesure qui est rétroactive au 15 mars. Donc, même si on ne peut pas faire la demande actuellement, on pourra la faire rétroactive au 15 mars. Et là, c'est ça, vous voyez les périodes de comparaison entre mars 2020 et mars 2019. Donc, il faut prendre notre chiffre d'affaires 2020. Il faut le comparer à mars 2019. Si on a une baisse des revenus de 15%, on est capable de faire une demande d'aide une aide financière de 75% des salaires versés durant cette période-là, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il y a plusieurs autres détails. Là, au début, on disait 75%, puis après ça, on a entendu parler que ça serait possible de financer jusqu'à 100% du premier 100% du premier 75%. Ou d'une autre façon de le dire, ce serait justement d'être capable on peut atteindre 100% de financement pour les 75% de la rémunération des employés normalement gagnés. Donc, une petite mécanique que je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que ça s'est éclairci, comment ça allait se passer dans les prochaines semaines. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux stratégies de calcul. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez prendre la méthode de comptabilité que vous voulez, soit comptabilité par exercice ou comptabilité de caisse, pour faire pour faire la comparaison des revenus entre 2020 et 2019. Si vous prenez une méthode, vous devez la conserver jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas justement prendre une qui vous satisfait un mois, puis l'autre qui vous satisfait l'autre mois. Ça, c'est un des premiers critères. Le deuxième critère, c'est qu'il y a deux stratégies sur le calcul de la rémunération. Donc, la stratégie qu'on va appeler A, il y a la stratégie qu'on va appeler B. La première stratégie, A, c'est 75% de votre rémunération hebdomadaire réellement versée à vos employés. Donc, si vous avez un employé, je vais vous montrer un exemple dans quelques instants, qui gagne 1 000 $ par semaine parce qu'il gagne 52 000 $ par année. Vous auriez le droit, en lui ayant versé 1 000 $ normalement, vous auriez le droit à 750 $ d'aide financière parce que le maximum assurable est de 847 $ par semaine par employé. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de limite pour les employeurs. Vous avez peut-être vu un exemple, mais Air Canada qui va rappeler des milliers de travailleurs là, avec cette aide cette subvention salariale-là, ils ont droit, peu importe qu'on fasse une demande de 1 000 $ ou de 25 millions. Ça fonctionne pour tout le monde. Donc, toutes les entreprises, les OBNL, les organismes de bienfaisance, tout le monde est admissible en autant que nos revenus aient diminué. Ça, c'est la méthode A, c'est la méthode simple. La méthode B, c'est celle qui nous permettrait justement d'aller rechercher 100% de la rémunération de notre employé. Donc, c'est le montant de la rémunération versée comme dans le modèle A ou 75% de la rémunération hebdomadaire que l'employé touchait avant la crise. Et c'est le moins élevé de ces montants qui sera versé à l'employé et qu'on pourra donc faire comme demande aussi d'aide financière. Je vous montre un exemple pour que ce soit plus clair. Ça, c'est des documents c'est un exercice, c'est un exemple qui a été validé là, par Raymond Chabot, Grant Thornton. C'est des documents qui
j'ai eu accès là, sur la fiscalité du calcul de cette aide financière-là. Donc, je ne veux pas faire de pub pour personne, mais vu que c'est des fiscalistes au final qui sont quand même performants, je me suis dit que c'était une excellente source pour vous expliquer. Donc, vous voyez, on prend un exemple d'un employé qui a 52 000 par année, qui gagnait donc 1 000 par semaine. Vous vous dites, bon, je ne suis pas capable de garder cet employé-là à 5 jours semaine, mais je serais capable de le garder aux 3/4 de son temps. Donc, je le garderais, par exemple, à 3 journées et demie ou à un petit peu plus que 3 journées et demie par semaine. Et ce que je vais faire, donc une trentaine d'heures par semaine au lieu de 40, ce que je vais faire, c'est que je vais donc diminuer sa rémunération de 100% à 75%. Il gagnerait donc normalement 750. Je lui verserais donc 750 par année. Mais n'oubliez pas que dans la façon de fonctionner de cette aide financière-là, c'est que je me base sur le salaire réellement versé dans la période du 1er janvier au 15 mars 2020, donc ce que l'employé touchait réellement avant la crise. Donc, dans la méthode A, je paye 750 à mon employé. 75% de 750, c'est bien 563 $. Et la méthode me permet justement de choisir le plus élevé entre la méthode A ou la méthode B. La méthode B, la rémunération versée, c'est je verse donc 750 $ parce que j'ai diminué de sa rémunération de 25%. Donc, il touche 75% de la rémunération d'avant la crise. Oups, j'ai une petite coquille. C'est 75% de 100%, de 1000 $, pardon, pas de 1000%, ce qui fait 750 $. On est en bas du maximum assurable de 847. Le plus gros montant entre la méthode A et la méthode B, c'est le 750 dans la méthode B. Je peux donc réclamer 750 $ d'aide financière. Donc, je vais juste, vous voyez là, ici, la petite coquille, c'est 75% de 1000 $. Donc, dans les faits, quand certains journalistes ou analystes nous disaient qu'on pourrait financer 100% des premiers 75% de rémunération, c'est dans un cas comme celui-là. Sinon, si vous gardez le même salaire qu'avant, il n'y a pas de mécanique. Là, au final, vous ne pourriez pas réclamer plus que 847 $ par semaine par employé ou jusqu'à concurrence de 75% du salaire réellement versé durant cette période. Donc, ce qu'il faut comprendre, puis la question que j'ai souvent aussi, c'est mes employés, ils n'ont pas travaillé, est-ce que j'ai le droit de réclamer? Ben non, bien entendu, c'est du salaire réellement versé. Puis vous verrez aussi que dans certaines conditions, juste avant je vais revenir sur l'autre diapo, inquiétez-vous pas. Dans les conditions, quand le portail de l'Agence du revenu du Canada va être ouvert pour les entreprises, il faudra déclarer 2 choses. La première, déclarer vos revenus 2020 comparativement à 2019 pour démontrer la perte de soit de 15 ou de 30% et votre masse salariale réellement versée. Donc, ça va être important de conserver vos registres comme preuve parce qu'il y a des pénalités qui sont importantes qui sont prévues par le fédéral. Donc, vos registres sont à conserver. Après ça, il y a plusieurs interactions, là, comme celle où je viens de vous dire est-ce que mon employé a le droit de toucher cette rémunération-là ou moi, est-ce que j'ai le droit à l'aide financière si mon employé touchait d'autres choses? Ils ont prévu certaines interactions avec les autres programmes. Exemple, le PCU. Le PCU qui est le 2 000 $ par mois, je vous le rappelle. Donc, l'employeur n'a pas le droit de demander l'aide financière de 75% pour une période d'attente de son employé. Vous savez que pour recevoir le PCU, les employés ne doivent pas avoir reçu de rémunération pendant 4 semaines consécutives. 14 jours, mais il y a une période d'attente de 4 semaines. Il y a une fourchette d'attente de 4 semaines. Donc, si dans la semaine d'attente, il y a eu la rémunération, vous ne pouvez pas faire cette demande d'aide financière-là pour cet employé-là. Ça, c'est l'interaction avec le PCU. L'interaction avec le 10%, on y reviendra un petit peu plus tard, mais si vous ne rentrez pas dans les critères d'admissibilité, donc vous n'avez pas des pertes de 15 ou de 30%, vous n'êtes pas une organisation qui rentre dans les critères du SCUC, vous êtes quand même admissible au 10%. Le premier programme qui a été mis sur pied, là, où on pouvait récupérer 10% d'aide financière salariale. Donc,
Encore, c'est une question qui a été posée et qui est prévue, c'est que si vous avez déjà touché le 10% d'aide, on ne peut pas rajouter 75% à ça. Donc, il faudra le déduire. Et il y a une dernière interaction aussi avec le programme de travail partagé, qu'on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Qu'est-ce qu'il y en est? Le travail partagé, c'est la capacité de pouvoir faire travailler mes gens à temps partiel, payé à 100%, puis le reste qui est payé par l'assurance emploi. Donc, bien entendu, je vais pouvoir demander une aide financière de 75% pour le salaire réellement versé par l'employeur, mais je ne pourrais pas demander une aide financière qui sur les heures assurées par Service Canada. Ça, c'est logique aussi. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'aide gouvernementale, là, le SSUC, là, ça sera considéré comme un revenu imposable pour votre corporation. Donc, au même titre que toute subvention du gouvernement, c'est du revenu imposable. Donc, à prévoir aussi à payer les taxes et impôts sur les montants reçus par le gouvernement. Une dernière annonce aussi qui a été faite, c'est que maintenant, certaines déductions à la source vont être admissibles dans l'aide financière du 75%. Donc, non seulement on va pouvoir avoir une subvention de 75% du salaire versé, mais les déductions à la source, et là, la liste, c'est assurance emploi, RRQ, RQAP et régime de pension agréé du fédéral. Donc, ces 4 déductions à la source-là seront effectivement subventionnées également par le fédéral. Donc, ça devient une mesure super intéressante dans les circonstances. Je reviens en arrière. Vous me dites, bon, ben, Maxime, c'est super intéressant, tout ça. On a hâte. Tout le monde a hâte. Effectivement, mais comment je fais ma demande? C'est effectivement normal que vous ne puissiez pas faire de demande en ce moment parce que le portail n'est pas prêt. Donc, ils ont mis, bien entendu, l'accent sur les particuliers, le PCU. Donc, vous voyez, quand vous allez sur Agence du Revenu Canada, le site de l'ARC, vous avez des liens, là, Mon dossier ou Mon dossier entreprise. Donc, habituellement, si vous êtes dans un particulier, vous allez cliquer sur Mon dossier. Puis si vous avez une organisation, vous allez cliquer sur Mon dossier d'entreprise. Le ministre Morneau indiquait le 1er avril dernier qu'il allait y avoir des délais de 2 à 6 semaines avant l'ouverture de ce portail. Donc, on peut donc dire que ce sera d'ici maximum la mi-mai qu'on y aura accès. Ça pourrait être avant, donc ça pourrait être au courant de la semaine prochaine, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, tout est rétroactif au 15 mars. On pourra faire des demandes sans problème. C'est juste que les liquidités vont arriver un peu plus tard parce qu'il faudra prévoir encore quelques jours supplémentaires, voire quelques semaines entre le moment où on aura fait la déclaration et les versements de la part du fédéral. Donc ça aussi, ça reste à confirmer. Entre-temps, si vous n'avez pas de dossier entreprise, vous n'avez pas vos accès, demandez-les dès maintenant parce qu'il y a quand même des délais, parce qu'ils vont vous envoyer les codes d'accès par la poste. Donc, prévoir quelques jours ouvrables pour les recevoir. Donc, si vous voulez être prêt en même temps que tout le monde, puis que vous avez perdu vos accès ou peu importe, ça va vous les prendre. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'était le programme de travail, pardon, c'était le SSUC. Ensuite, l'autre aide qui existait déjà, c'était celle du 10%. Donc, si vous n'êtes pas admissible au 75%, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, ce programme-là existe toujours. Il n'y a pas beaucoup de changements, autre le fait qu'ils ont défini qu'est-ce qu'ils étaient une petite entreprise. La dernière fois, dans mon webinaire, ça, c'était pas clair. Donc, le 25 mars 2020, il y a eu un changement dans la loi fiscale et ils ont déterminé que c'était un capital imposable de moins de 15 millions qui faisait foi d'une petite entreprise, un OBNL ou une organisation de bienfaisance pour être admissible. Donc, c'est une aide financière aussi qui est pour une période de 3 mois, qui est valide du 18 mars 2020 jusqu'au 19 juin 2020. Vous avez donc le droit de faire une demande d'aide financière de 10% de la rémunération pendant cette période de 3 mois, pour un maximum de 1 375 par employé, pour un maximum de 25 000 par employeur.
ce qui fait environ 18 employés là, pendant 3 mois. La façon que ça fonctionne, c'est que si vous n'avez pas de demande à faire, hein, je vous le rappelle, c'est que vous réduisez tout simplement le montant d'impôt fédéral que vous enverriez normalement en déduction à la source à chaque 15 du mois, hein, dans vos déductions fiscales sur les salaires. Donc, exemple, je paye 25 000 de déduction à la source totale pour un mois sur ma masse salariale. Là-dessus, je ne sais pas, il y a peut-être 5 000 d'impôt fédéral. Donc, j'ai le droit de récupérer 10% de mon 25 000, donc 2 500. Je devais envoyer 5 000 d'impôt fédéral. J'en retourne donc seulement la moitié, hein, 5 000 moins 2 500. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je conserve des liquidités sans faire de demande. C'est un calcul que moi-même ou le comptable ou la personne responsable de votre paye fera. Donc, c'est moi qui récupère par mes propres calculs ces sommes-là. Si jamais le montant que vous devriez récupérer est supérieur à ce que vous auriez normalement envoyé, ben c'est prévu aussi que vous pourrez les demander dans d'autres périodes de paye, ou plutôt dans d'autres périodes de retour de DAS après le 19 juin. Donc, exemple, vous devriez récupérer 6 000 mais vous envoyez juste 5 000 d'impôt fédéral à cette période-là. Ben, vous pourrez demander ce 1 000 supplémentaire-là, vous pourrez le déduire plutôt dans une autre période de paye, en juillet, en août, en septembre, ou peu importe. Là. Donc, c'est pas perdu, c'est juste que c'est reporté. Donc, encore là, conservez vos registres, ça va être important. Sinon, dans cette mesure-là, il n'y a pas eu d'autres changements. Là, je regarde mes notes, là, mais finalement, au-delà du capital imposable, il n'y a pas de changement. Donc, on me questionne comment on fait si le service de paye est traité à l'externe. Ben, il faut prendre entente avec eux pour leur dire de récupérer les sommes nécessaires. Dans le fond, c'est eux qui le font hein, en ce moment. C'est que quand vous envoyez vos payes à votre service externe, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont calculer justement les DAS qui seraient normalement envoyés. Souvent, ils vont même s'occuper de faire le rapport de déduction à la source, puis qu'ils vont payer les sommes même à l'Agence du revenu par Revenu Québec. Donc, si c'est géré par quelqu'un à l'externe, il faudra leur demander de gérer cette portion-là. Tu sais, vous êtes quand même le client. Là. Donc, si vous leur donnez l'ordre, on va dire ça comme ça, de récupérer ces sommes-là pour vous, ils devraient être en mesure de le faire. Un petit rappel sur le travail partagé rapide, là, dans le sens que il n'y a pas eu d'autre chose de nouveau là-dedans. Là. Il y a au-delà des mesures qui avaient déjà été bonifiées, là, par exemple celle-ci, là, le 36 semaines qui est passé de 76 semaines, ça c'est une nouvelle. C'était la grosse nouvelle, mais au-delà de ça, il n'y avait rien d'autre de nouveau. Donc, je vous rappelle, c'est quoi? Hein? Ça peut être une mesure intéressante pour les prochains mois, dans le sens que vous devez faire approuver cet accord-là entre l'employeur puis l'employé et Service Canada. Le travail partagé, c'est une mesure qui se veut équitable, c'est-à-dire si j'ai un groupe de travailleurs, exemple, j'ai des bureaux administratifs et j'ai une petite usine, mon groupe de travailleurs administratifs, mon groupe de travailleurs usine. Je pourrais dire, OK, je réduis les heures de 2 journées par semaine de tous mes gens dans l'administration. Et dans l'usine, je vais faire la même chose, par exemple. Donc, ce qu'il faut, c'est que par groupe de travailleurs, tout le monde doit avoir la même réduction. Donc, je ne peux pas dire Nancy qui est à la paye, puis Manon qui est au marketing. Les deux sont dans le groupe d'administration. Une ne peut pas travailler 4 jours, puis l'autre 3 jours. Okay? C'est vraiment, quand on va faire notre demande de travail partagé, c'est par groupe ou même par entreprise. Okay? Une fois que ça c'est statué, vous avez le droit de baisser les heures
d'au minimum 10% par semaine jusqu'à un maximum de 50% dans votre demande initiale. Donc, vous allez pouvoir diminuer d'une demi-journée par semaine jusqu'à 2 jours et demi par semaine vos employés. Il faut être capable de démontrer justement une baisse de 10% des activités de l'entreprise. Il faut soumettre un plan faut soumettre un plan à Service Canada qui va nous dire comment je vais permettre à mes employés de retourner au travail à temps plein après cette crise-là ou après cette entente de travail partagé parce que c'est un programme de maintien au travail. Donc, comme je l'expliquais, l'employé va donc recevoir un mélange de salaire de son employeur et de l'assurance emploi. Il faut faire approuver le plan pour que ça fonctionne. Il faut générer un relevé d'emploi aussi aux travailleurs avec un code spécial. Cette mesure-là est pour un minimum de 6 semaines et la période maximale est maintenant jusqu'à 76 semaines. Vous pourriez, par exemple, avoir ce plan-là préapprouvé, l'utiliser, cesser de l'utiliser et le renouveler à un moment donné à l'intérieur des 76 semaines. Et ce qui est une autre nouveauté, c'est que la période d'attente a été levée entre les ententes de renouvellement. Donc, si je veux renouveler mon entente, c'est effectif sur le champ. Donc, les autres conditions, je ne passerai pas nécessairement là-dedans. J'en ai parlé dans mon dernier webinaire, fait que je vous les laisse. Sinon, ils sont sur le site de Service Canada aussi. Pour le relevé d'emploi, donc une fois que le travail partagé est justement approuvé, vous devez générer des relevés d'emploi à vos employés avec le code H qui leur permettra justement de recevoir la rémunération de votre part, mais qui leur permettra aussi de faire une déclaration hebdomadaire sur quelles sont les sommes qui sont manquantes, là, dans le sens le 2 jours, le 3 jours, une journée par semaine que je devrais avoir en rémunération. Donc, c'est les règles d'assurance emploi qui s'appliquent, 55% du salaire pour les autres journées qui sont assurées, on va dire, par Service Canada. Le gros... J'ai une petite question, là, je vais y répondre à la fin, finalement. Madame Harvey, je réponds à la fin de votre question. Programme Action concerté, donc ça, c'est le nouveau programme, justement, ça, c'est un programme provincial, c'est pas un programme fédéral. Mais dans le fond, comment ça a été positionné, c'est que le gouvernement a dit, profitons de la crise, c'est malheureux, mais profitons-en quand même pour mettre de l'énergie, du temps puis de l'argent dans la gestion de nos ressources humaines, c'est-à-dire dans la formation, le développement, l'organisation du travail, euh, revoir nos méthodes de travail, peut-être instaurer plus de technologie pour faire du télétravail, changer nos méthodes, les revoir, etc., etc. Puis, si vous dites, moi, je vais rappeler mes gens 4 jours semaine parce que je suis capable de le faire, puis je veux qu'ils fassent la formation continue pour l'autre journée, ça serait un bon mélange parce que, la formation va être payée à 100% par le gouvernement et deux, il va y avoir une partie du salaire qui va être admissible comme remboursement aussi pour l'employé, jusqu'à une concurrence de 25 de l'heure. Fait qu'on va le voir tantôt. Donc, c'est une méthode, c'est un programme là, qui est super wow pour les employeurs. C'est si vos activités sont au ralenti, puis que vous êtes toujours dit, là, ça serait le temps d'investir là-dedans dans mon personnel, puis que là, c'est pas un investissement, hein, on vous le finance à 100% même. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est pour ça que vous avez vu passer dernièrement beaucoup d'entreprises comme la nôtre, là, au final. Là, on ne se cache pas que c'est une mesure qui est intéressante pour toutes les organisations en formation, en gestion des ressources humaines. C'est que vous faites une demande à votre conseiller en entreprise auprès de Service Québec ou d'Emploi Québec. Vous proposez votre plan. Tout ce qui est en bas de 100 000 et moins est subventionné jusqu'à 100%. Puis tout ce qui est entre 100 000 et 500 000 pourrait être subventionné jusqu'à 50%. Donc, j'y arrive. Les formations maintenant. Tout ce qui est formation, là, puis vous pourrez aller voir sur le site, là, si vous écrivez PAC sur Google ou peu importe, vous allez arriver directement sur le site de Service Québec, là, du gouvernement du Québec.
toutes les formations là, qui sont en lien avec le développement de compétences et de connaissances. Ça peut être même des cours de langue, ça peut être des cours pour passer au numérique, ça peut être des cours sur le développement des aptitudes de vos gestionnaires, ça peut être un cours d'Excel, ça peut être un cours de service à la clientèle. Nommez-le, tout est admissible. Maintenant, la question, c'est est-ce que toutes les formations sont admissibles? C'est votre conseiller en entreprise chez Emploi Québec qui va vous confirmer puis qui va vous attester que le cours est admissible et que les formateurs sont admissibles. Donc, vous le savez, peut-être, peut-être pas, mais dans la vie, il y a des formateurs qui sont agréés, il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y a des organisations qui sont agréées, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Présentement, ils ont laissé ça entre les mains des conseillers d'entreprise pour statuer. C'est sûr que si vous faites affaire avec des institutions d'enseignement comme une université, un cégep, euh, des écoles professionnelles, des organisations qui sont dans le marché de la formation continue depuis plusieurs années, que les formateurs, c'est des gens qui font partie de des ordres professionnels ou autres, s'ils sont pas, même s'ils sont agréés ou non, les formations vont être admissibles. OK? Donc, moi, je ne suis pas ici pour vous confirmer si la formation que vous avez achetée va être admissible par Service Québec. Je vais juste vous dire c'est quoi la limite. OK? C'est pas parce que votre formateur n'est pas agréé que c'est pas admissible, mais c'est pas une garantie non plus. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ce qui est diagnostic RH. Vous voulez diagnostiquer comment va votre entreprise d'un point de vue rémunération, d'un point de vue relation de travail, d'un point de vue rémunération, l'avenir, euh, le développement des compétences, c'est le temps. OK? C'est inclus, c'est aussi admissible à l'aide financière. Tous les mandats de consultant, vous vous êtes dit, hey, moi, là, ça fait longtemps que je veux refaire mon guide de l'employé, je veux avoir une politique de congé, je veux faire de la planification de main-d'œuvre, je veux justement diversifier mon organisation du travail, je veux coacher mes gestionnaires, je veux développer des habiletés de gestion, dans le fond, tout ce qui est en lien avec la gestion des ressources humaines est admissible justement à l'aide financière. Donc, comment ça fonctionne? Vous devez soumettre vos projets à votre conseiller en entreprise. Vous allez sur le site de Service Québec, de Emploi Québec. Là, ils ont changé de nom, mais c'est encore Emploi Québec. Vous allez dans les programmes ressources humaines. Je vous enverrai le lien que vous pourrez cliquer dans la présentation. Vous recherchez votre conseiller en entreprise. Ça, c'est par région administrative ou même par petite région dans une ville. OK? Vous mettez le nom de votre conseiller. Vous mettez votre code postal, puis ça va vous dire quel bureau et quel bureau régional est attitré à votre organisation. Vous allez avoir un numéro de téléphone, puis vous contactez service aux entreprises. Donc, tout ce qui est soumis avant le 30 septembre va être accepté ou jusqu'à l'épuisement du 100 millions. Donc, il faut comprendre que c'est un programme qui est provincial, OK, puis toutes les entreprises sont admissibles. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça va partir vite au final. Fait que si vous avez des plans, soumettez-les. Si vous avez, par exemple, 15 employés, vous dites, hey, moi, j'aimerais ça que un tel suive telle formation, puis que cette gang-là suive l'autre formation. Moi, je vous conseillerais de tout mettre ça ensemble puis de faire juste une demande, hein, pas de faire des demandes à la pièce là, pour chacun, mais dites, OK, moi, j'ai 15 employés, je veux que tout le monde suive 20 heures de formation continue. Puis en plus, je veux faire affaire avec un consultant parce que je veux revoir mon guide de l'employé ou ma politique salariale ou peu importe, là, quelque chose qui va mobiliser mes gens. Je fais une demande au global de, je sais pas, 42 000 à Service Québec. Je la fais d'un coup. OK, puis je me la fais approuver, c'est plus simple. L'aide financière, justement, est de 100% pour les projets de 100 000 et plus. Et moins, pardon, puis de 50% pour tout ce qui est de 100 000 à 500 000. Puis il est possible de faire une demande rétroactive au 15 mars 2020, c'est-à-dire des formations que vous auriez faites d'ici ce temps-là sont admissibles aussi. J'ai la question, est-ce que les webinaires sont admissibles? Oui, les webinaires sont admissibles au final si c'est une formation qui développe des compétences, des habiletés, des connaissances. Tout ce qui va être en ligne est aussi valide qu'en présentiel. Il faut juste que ce soit approuvé par Service Québec. Et d'ailleurs, j'en profite si jamais vous êtes intéressé. Vous voyez là dans votre petit menu,
J'ai mis un petit screenshot ici, là. Vous avez un onglet qui est documents distribués. Vous pouvez télécharger mon catalogue de formation de moi et Aurélie. On donne une trentaine, une vingtaine d'ateliers en format 1 heure, 3 heures, 7 heures et plus là, sur différents types. Là. Souvent, les webinaires qu'on vous a présentés dans les 2 dernières années en format 45 minutes, on a des formations présentielles ou à distance qui sont similaires. Fait que, si ça vous intéresse, bien entendu, on est disponible éventuellement pour ça. Fait que là, après ça, il y a plus de. Là, j'ai mis la liste de. Puis vous le verrez dans la présentation, là, le salaire des travailleurs qui sont en formation est admissible, les honoraires professionnels des consultants, des formateurs est admissible jusqu'à 150 de l'heure, tous les frais indirects du formateur, tout le matériel, la fourniture pour faire de la formation, le transfert de formation, de présentiel en ligne, parce que justement, on ne peut pas les faire en personne en ce moment. Donc, tout ça, c'est des frais qui sont admissibles. Vous les voyez. Là. Fait que ça, c'est super intéressant pour ça. Prochain webinaire, j'en prévois un le 7 mai prochain et je vais l'intituler « Le retour au travail et réorganisation du travail ». Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup de questions en ce moment, puis j'ai envie de me pencher sur la question. Il y a des employeurs qui m'appellent, qui disent « OK, moi j'appelle mes gens, mais ils ne veulent pas revenir au travail pour des questions santé-sécurité, ou ils n'ont pas confiance, ou ils trouvent que c'est trop tôt. Mais moi, j'ai des demandes, j'ai des carnets de commandes, j'ai des clients qui commencent à rappeler, etc. » Fait que j'ai envie qu'on s'interroge sur ce serait quoi les bonnes pratiques qu'on pourrait avoir maintenant pour faire des demandes de travail à distance ou permettre à mes équipes d'être plus efficaces. Il y a plein d'outils qui existent. Peut-être que vous n'êtes pas 100% à l'aise avec ça. Puis ça n'a pas besoin de coûter des dizaines de milliers de dollars, inquiétez-vous pas. Comment je convainc aussi mes employés? C'est une grande question de stratégie ressources humaines ici, de convaincre les employés à revenir au boulot pour leur démontrer la santé et la sécurité des lieux, tout ce que vous avez pris comme mesure. Puis aussi la mobilisation des employés après une démobilisation, parce que je sais, il y en a plusieurs qui vont vous le dire. Ben, regarde, quand tu n'avais plus besoin de moi, tu t'es débarrassé de moi assez vite. Donc, comment je mobilise, comment je me réengage, comment je redeviens fidèle aussi à mon employeur après une période comme ça. C'est comprenable, qu'est-ce qui s'est passé, mais il y en a qui vont avoir un petit goût amer de ça, de dire, ben, dès que tu as pu me mettre à pied, tu le fais. Ça fait 25 ans que je travaille pour toi. Fait que quel genre de réponse que j'ai envie d'avoir à un employé qui me répond ça, au final. Fait que si vous avez besoin d'aide, ben n'hésitez pas, comme d'habitude, rh@sagedecision.com, 876-622-8550, faites l'option 2, vous allez tomber sur notre boîte d'assistance, soit notre cellulaire ou la ligne d'assistance ressources humaines. Et au final, ben là, je vais ouvrir 45 minutes que j'avais prévu de présentation. Je vais ouvrir maintenant aux questions. Ce ne sera pas très long, j'ouvre une petite question. Donc, pour ceux qui veulent quitter, ben, je vous souhaite une excellente semaine, fin de semaine, et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Pour les autres, ben, je vais répondre aux questions en direct jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, sans problème. Donc, on me demande pour le 75%, si ma facturation n'est pas constante, puis-je prendre mes travaux en cours pour comparatif afin de prouver ma baisse de revenus? Bon, ben, si vous n'êtes pas capable de démontrer une baisse de revenus de 15% dans le mois de mars, parce que justement, vous n'avez pas une bonne historique ou il n'y a pas de constance, ben, vous avez une latitude plus grande, celle de justement prendre les données moyennes de janvier-février, en espérant que ça vous aide. Mais au-delà de ça, si vous n'êtes pas capable de rentrer dans les comparatifs de mars 2019 à mars 2020 et que janvier-février ne vous aide pas non plus, ben là, rendu là, vous ne répondez pas aux critères d'admissibilité. Donc, il faut se retourner vers le 10%, par exemple. Est-ce que tout le monde peut être formateur? Ben, j'ai répondu un peu tantôt. C'est pas moi qui va statuer sur le fait que la formation ou non est acceptée. Moi, c'est sûr que je vous conseillerais de faire affaire avec des entreprises qui donnent la formation de façon professionnelle.
des gens aussi qui ont des certifications ou qui font partie d'autres professionnels ou de faire affaire avec des institutions d'enseignement, ça c'est sûr, vous n'aurez pas de problème. Ou des formateurs agréés comme il existe. Pour la subvention, M. Hamelin me pose la question, Marie Hamelin, pardon, madame. Pour la subvention SSUC, vous mentionnez qu'une portion des DAS serait remboursable à l'entreprise. Je croyais que le remboursement s'appliquait seulement si on paie l'employé, mais que celui-ci n'a pas travaillé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en parler? Donc, le remboursement s'applique effectivement seulement si on paie l'employé. Il faut qu'il ait fourni une prestation de travail. Donc, il faut qu'il ait non seulement fourni une prestation de travail, mais il faut qu'il ait reçu une rémunération. Donc, c'est la seule façon de recevoir l'aide financière de 75 %. S'il n'est pas au travail, dans le fond, s'il ne reçoit pas de rémunération de votre part, il n'est pas admissible. Vous n'êtes pas admissible à la SCUC. Il faut vraiment qu'il y ait eu versement, qu'il y ait eu prestation de travail ou non, ça c'est votre décision là, de payer vos gens à faire quelque chose ou non. Mais d'un point de vue rémunération, il faut absolument les avoir payés. Donc, on me demande bonjour, si on est admissible à la SSUC de 75 %, on a une question des employés à savoir qu'ils peuvent travailler seulement 25 % du temps, vu que c'est 75 % de leur salaire qui est subventionné. Bon, ben, s'ils travaillent 25 % du temps, vous allez donc leur fournir une rémunération de 25 % en dollars. Donc, vous, votre aide financière va être seulement de 75 % du 25 %. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aide financière, c'est sur des salaires réellement versés. Donc, si vos gens sont payés par le PCU ou si vos gens ne sont pas payés ou sont payés par l'assurance emploi, vous n'êtes pas admissible de réclamer des sommes que vous n'avez pas payées comme salaire. C'est vraiment une aide financière sur les salaires réellement versés. Donc, j'ai mal saisi l'interaction entre le 75 % du salaire et le travail partagé. Donc, exemple, vous faites des demandes, vous avez fait une demande de travail partagé, elle a été acceptée. Donc, les gens vont travailler, exemple, à 3 jours semaine payés par l'employeur, 2 jours semaine via l'assurance emploi. C'est comme ça que ça fonctionne, le travail partagé. Donc, si vous payez, je ne sais pas, vos employés 3 jours semaine, ben, vous allez pouvoir récupérer 75 % des salaires réellement versés pendant ces 3 jours-là à vos employés. Et les 2 autres jours vont être payés par l'assurance emploi. Donc, ce n'est pas vous qui allez payer ces salaires-là. Donc, vous n'avez pas le droit de récupérer les sommes de ce 75 %-là. Donc, vous allez, au final, vous allez récupérer 75 % des sommes du salaire réellement versé par vous. Madame Benoît, si quelqu'un a quand même fait une demande d'assurance emploi en avril, car le site est quand même toujours actif, est-ce que sa demande sera automatiquement envoyée au PCU? Oui. Donc, idéalement, ce qui s'est passé dans le système, c'est que toutes les demandes d'assurance emploi après le 15 mars ont été automatiquement redirigées vers le PCU. Il se pourrait, par contre, qu'il y ait des demandes qui n'aient pas fonctionné. Donc, vous avez tout intérêt à dire à votre employé de refaire une demande à l'ARC et non pas de refaire une demande d'assurance emploi et ça sera au gouvernement fédéral de se démêler parce que c'est eux, ils avaient confirmé qu'ils allaient convertir les demandes d'assurance emploi en PCU après le 15 mars. Si ça n'a pas été fait, c'est un peu leur problème. Si l'employé à ce moment-ci n'a pas eu de nouvelles, on devrait refaire une demande de PCU à la ARC. Est-ce que nous pouvons profiter de la subvention de formation si nous avons déjà la subvention de 75 %? Oui. Donc, vous pourriez effectivement, il y en a un qui c'est un programme fédéral, puis il y en a un autre qui c'est un programme provincial. Donc, c'est certain que si vous payez vos employés puis qu'ils sont en formation, il y a une partie de leur salaire qui va être, donc jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure, qui va être payée par le provincial. L'excédent, vous pourriez le demander au SSUC, mais vous ne pourriez pas faire une double demande, c'est-à-dire, ben, en plus, le salaire est payé par le gouvernement provincial, vous ne pourriez pas faire une demande au fédéral en même temps. De dire, ben, ce 25 $-là, il est payé non seulement par le provincial, par le PAC, puis il est payé en plus à 75 % par le fédéral. Donc, c'est un ou l'autre. Mais il reste que si les gens travaillent 4 jours semaine pour vous, puis qu'il y a une journée qui sont en formation, il n'y a pas de souci pour ça.
Est-ce que le 10% peut s'appliquer pour mars, puis après le 75% pour avril et mai? Oui, absolument. Donc, si vous, par exemple, vous n'étiez pas admissible en mars parce que vous n'aviez pas de 15% de perte par rapport à l'année passée, vous pourriez faire une demande. Vous avez vu hein, dans ma, dans ma présentation, j'ai mis les périodes. Donc, ça fonctionne par période. Là, je pourrais reculer juste ici là, rapidement. Voyons, on va y arriver. Donc, vous voyez ici là, les périodes. Là. Donc, si du 15 mars au 11 avril, vous n'étiez pas en mesure de démontrer le 15%, donc non admissible au 75%, vous avez fait donc une demande à 10%, mais du 12 avril au 9 mai, là, vous avez des pertes de plus de 30%, vous pourriez convertir votre demande, effectivement. Fait que le 10% n'a pas de demande à faire. Vous faites juste les déductions en bonne et due forme. Puis le 75%, ben vous, après ça, vous le faites autrement, en demandant à l'Agence du revenu. Madame Pelletier, pour la subvention salariale, nous avons décidé de payer 60% des salaires, même si les liquidités auraient permis de payer 100%. Sommes-nous quand même éligibles à la subvention? Oui, même si les gens ont, dans le fond, c'est une aide financière sur le salaire réellement versé. Donc, même si vous avez réduit les heures, c'est pas un problème. Là. On ne porte pas de jugement là-dessus. Là. La demande va juste être que vous auriez pu avoir une plus grande aide financière au final. Mais dans les circonstances, là, c'est la balance des pots puis des comptes d'avoir fait cette stratégie-là. Donc, vous pourriez rectifier le tir là, pour la prochaine période. Vous pourriez dire, bon, on rappelle nos gens à 100% pour avoir 75%, au lieu de les avoir à 60%, puis qu'on ait juste 75% de 60%. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais il y a un calcul à faire entre est-ce que ça vaut la peine de rappeler nos gens à plus d'heures. Donc, que les gens aient réduit leurs heures, ce n'est pas un problème dans cette aide financière-là. Exact. Bon, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Selon la méthode B, selon la méthode B, c'est aussi sûr ce qui gagnait avant. Effectivement, c'est effectivement sur le salaire. La méthode B de calcul, c'est le salaire réellement gagné entre le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2020. C'est M. Roger qui m'a demandé ça. SSUC, ma masse salariale est-elle changée si plutôt que de baisser les salaires, j'ai appliqué une journée de vacances par anticipation? Plutôt que de payer 80% du salaire. OK. Les vacances, rémunération admissible. J'ai mes notes ici. Un peu technique comme question. La rémunération admissible comprend le salaire, le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération versée à un employé qui occupe un emploi au Canada. Donc, dans les faits, les vacances, c'est une forme de rémunération. Je ne veux pas me mettre à la place de l'Agence du revenu du Canada, mais le document que j'ai devant moi de Raymond Chabot confirme que toute forme de rémunération serait admissible. Donc, je ne veux pas vous confirmer cette information-là, mais ça semble être une stratégie qui est valable, qui est valide, valable. Alexandra, ils veulent être payés à 100%, mais travailler entre 25 à 75%. Mais si je comprends, c'est à la discrétion des employeurs. Effectivement, c'est votre droit de gérance. C'est vous qui allez déterminer combien d'heures ils vont travailler par semaine et non pas eux. J'ai pas bien saisi l'astuce pour recevoir 100% du 75%. Ben, la stratégie là-dedans, c'est que si vous n'avez pas réduit d'au moins 25% les heures de vos employés, il n'y a pas de stratégie à avoir. Là. Dans le sens que si vos employés travaillent à 100% et qu'ils gagnent la même rémunération qu'avant, vous ne pourrez pas avoir 100% de leur rémunération en aide financière. La seule mécanique possible, c'est que vous réduisez les heures de 25% de vos employés et dans la méthode de calcul B, ça vous permet de prendre le même salaire qu'avant, donc avant la crise, même si vous avez réduit leurs heures et même réduit leur salaire. C'est la seule façon que ça vous permet d'avoir 100% du 75%.
Il faudrait se référer à l'exemple que je vous ai donné, mais si vous n'avez pas réduit les heures, il n'y a pas d'autre stratégie là, que d'obtenir le 75%. Pour le programme de travail partagé, un délai d'1 mois pour être actif. Quelle est la procédure? Ben, effectivement, donc vous allez télécharger, donc idéalement, vous tapez sur Google Travail partagé, vous allez tomber sur le site de Service Canada. Il y a un formulaire à compléter. Hein, c'est une entente, hein, c'est un plan de redressement, ça s'appelle. Donc, vous devez bien entendu répondre à certaines questions. Combien d'employés qui sont susceptibles d'être touchés? Quel groupe de travailleurs vous créez? De combien d'heures est la réduction par semaine? Est-ce que vous êtes capable de montrer l'équité? Il faut être capable de démontrer pourquoi cette stratégie de service partagé-là va vous permettre de revenir à un travail permanent temps plein régulier. Donc, parce que c'est un programme qui est fait pour vous aider à retrouver la normale. Donc, il y a plusieurs autres questions, là, mais principalement, c'est comme un peu un plan de stratégie là, qui doit être approuvé par Service Canada. Fait que oui, il y a des délais là, parce que, un, pour créer le document, mais deux, pour l'analyser puis le faire approuver. DAS fédérales sont-elles subventionnées à 75% comme le salaire et seront-ils à même la demande? Oui, dans le fond, vous allez voir, là, je ne sais pas exactement comment le portail va être monté, mais les DAS, c'est pas juste les DAS fédérales, hein, ça va être les DAS, le RQAP puis le régime des rentes du Québec aussi, selon les annonces qui ont été faites, vont être admissibles. Donc, vous allez pouvoir effectivement dire, ben, j'ai versé 1000 $ de salaire, mais j'ai aussi versé 14% de déduction salariale par employé, par employeur. Ben, ça sera possible pour vous de récupérer 75% de ces sommes-là aussi. C'est Mme Degg qui me posait la question. Mme Lebrun, pour le 10%. Si le 10% n'atteint pas le montant que nous devons verser en impôt fédéral, mais n'atteint pas aussi le 1375 pour nous, après le 19 juin, continuer de réclamer un 10%. Jusqu'à présent, non. C'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est que c'est une entente, c'est un programme sur 3 mois. À moins que ce soit reconduit, à moins que ce soit prolongé, mais dans les circonstances, si vos employés n'ont pas des salaires assez élevés, ça se pourrait que vous ne vous rendiez pas au maximum, malheureusement. Mais pour l'instant, c'est pas prévu qu'on puisse faire des demandes après le 19 juin. Madame Goyette, si le PCU est payé à partir du 15 mars et que l'employé a été mis à pied le 27 mars, il va recevoir 2000 $, mais en réalité, il devait recevoir 1000 $. Qu'arrive-t-il au trop perçu? Ben, tous les gens qui sont dans des situations comme celle-là où ils auraient reçu des sommes en double ou qui auraient reçu de l'assurance emploi en plus du PCU, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être à l'Agence du revenu, puis ils ont annoncé qu'elle a envoyé des lettres personnalisées à tous ceux qui ont eu des doubles sommes d'envoyer. Donc, ça va être super important d'être prudent, puis de dire à vos employés de conserver ces sommes-là de côté, parce qu'ils pourraient effectivement être réclamés par l'Agence du revenu. Donc, c'est pas. Inquiétez-vous pas, ça va prendre un certain temps, ils vont se démêler, puis ils vont récupérer les sommes. Fait que c'est important de ne pas prendre ça pour un cadeau de notre gouvernement pour l'instant. Pour la méthode comptable de comparaison, est-ce que la méthode des comptes à recevoir est acceptable? Nos entrées d'argent sont très variables. Oui, ben, dans le fond, je regarde les notes que j'ai. Il y avait, je ne suis pas un comptable, là, mais de ce que j'ai lu dans les documents, c'est que la méthode de comptabilité de caisse et la méthode de comptabilité par exercice étaient acceptées. Je ne vois pas la méthode de comptabilité par compte à recevoir. Je ne sais pas si c'est une méthode qui est reconnue. En tout cas, je ne le vois pas dans mes notes ici. Peut-être que ça ressemble à une méthode de comptabilité par exercice que vous me présentez. Ça pourrait s'y référer, mais je ne veux pas vous dire que vous auriez le droit là, si ce n'est pas le cas. Fait que je ferai des vérifications avec votre comptable, idéalement. J'ai mis à pied Mme Turcot.
j'ai mis à pied mes employés, mais suite à l'annonce de la subvention, je les ai réembauchés. Certains de mes employés ont touché 2000 $, même si j'ai continué à les payer. Quand se verront-ils demander le remboursement de ces 2000 $? Ben, l'Agence du revenu nous indiquait que les lettres allaient être envoyées dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, ils vont éventuellement être réclamés. Je ne pourrais pas vous dire quand, mais j'ai eu la confirmation qu'ils allaient être envoyés sous peu et que ces sommes-là allaient être réclamées. Est-ce que nous devons déduire le 2000 $ de la subvention? Non, parce que dans la réalité, vous ne pourriez pas demander les deux en même temps. Fait que dans les faits, moi, je ferais votre demande. Tu sais, vous, c'est une demande corporative de votre entreprise. Puis de l'autre côté, vos employés, eux, auront à faire les démarches nécessaires pour rembourser les sommes. OK? Parce qu'il n'y a pas de lien entre vous et votre employé, là, au final, d'un point de vue fiscal entre l'agence, entre la mécanique du PCU puis la mécanique du SSUC. Ils ne peuvent pas voir que votre employé travaillait pour vous puis qu'il a reçu une somme d'aide financière, puis parce que quand vous allez faire votre demande d'aide financière, vous, elle est globale, hein, c'est plusieurs employés qui sont dans la même demande en même temps. Vous allez réclamer des sommes globales pour tout le monde. Fait qu'ils ne pourront pas attacher des sommes personnalisées à des sommes globales. Madame Lavoie, on a droit à la subvention 75% durant 12 semaines. Je vais avoir deux catégories de gens, ceux qui sont déjà dessus et ceux qui le seront plus tard, car nous n'avons pas assez de liquidité. Est-ce possible? Oui. Tant que vous avez justement vous répondez aux périodes avec les baisses salariales, l'important, c'est toujours salaire réellement versé, ça vous donne droit à l'aide financière. Donc, si vous avez un groupe que vous payez en ce moment, ceux-là, vous pouvez réclamer des sommes. S'il y en a des gens qui vont arriver plus tard, donc votre masse salariale va augmenter, vous pourrez donc à ce moment-là demander une aide financière pour la rémunération réellement versée de ces nouveaux employés-là. Euh, pour les DAS, M. Pilon me dit, pour les DAS, le remboursement serait juste pour les employés qui ne travaillent pas selon ce que j'ai lu dans le document de Revenu Canada. Donnez-moi un instant. Vous êtes plus comptable que moi, M. Pilon, je vous fais confiance là-dessus. Est-ce que je l'ai? Je l'ai. C'est sûr que la demande, moi, là, ce que j'ai, c'est que la demande, c'est nouveau quand même, hein, le fait que les DAS allaient être ajoutés justement à l'aide financière. Je ne pourrais pas vous confirmer cette information-là. Je regarde mes notes, puis il n'y a pas assez de détails sur les DAS au final. Fait que jusqu'à preuve du contraire, il faudra valider l'information. Et si Revenu Canada nous dit que les DAS vont être remboursés pour les employés qui ne travaillent pas, moi je fais confiance à ça. Puis on verra pour les prochains détails. On pourra s'en reparler ensemble, M. Pilon. Le 1375 du PAC maximal pour un employé, Madame Turcot. Le 1375. Attendez, je vais ouvrir la question au complet. Moi, ben là, le 1375 puis le PAC, c'est deux programmes différents, là. Le 1375, ça, c'est l'aide au maintien de 10%. Ça, c'est le maximum assurable pour un employé. Ou c'est le paiement maximal pour un employé. En tout cas, c'est peut-être que il y avait une coquille dans la façon que vous l'avez écrit. Mais oui, c'est 1375 pour la. Je vais répondre dans ce sens-là, là. Le 1375 du paiement maximal pour un employé et pour une période de 3 mois. Effectivement, c'est 25 000 pour le 3 mois pour toute votre équipe.
Madame Daigle, comment peut-on planifier le retour d'un employé au travail? Exemple, si l'employé a été 14 jours sans salaire pendant la période pour le PCU, peut-il revenir au travail après ces 14 jours sans être pénalisé? Ben, dans le fond, l'affaire avec le PCU, c'est que les demandes sont faites pour une période d'un mois, puis ils payent pour le mois au complet. Donc, est-ce que c'est possible de les rappeler sans les pénaliser? S'ils ont déjà reçu leur rémunération jusqu'au 11 avril, là, au final, là, ben, pas vraiment. Dans le fond, il faut que votre rappel se concorde avec une fin de période, là, puis qu'il ne crée pas de nouvelles demandes. Parce que dans ce cas-là, ils vont être obligés dans les faits, ils seraient obligés de rembourser des sommes pour ça. Donc, j'ai pas d'autres questions. Pour l'instant, je peux rester encore un peu connecté. On va essayer d'aller voir en même temps sur. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher l'information. Monsieur Pilon peut-être m'enverrait le document. Il m'a dit qu'il me l'enverrait tantôt. Fait que je vais ajouter les détails dans la présentation que je vais envoyer demain. Comme ça, j'aurai une petite note là, pour ceux qui ont suivi le webinaire sur justement les déductions à la source. Qu'est-ce qu'il y en est? Fait que je l'ajouterai justement je l'ajouterai au final dans la présentation pour qu'on ait le cœur net. Ok. J'ai une question. La subvention de 10% s'applique même si l'entreprise n'a pas subi de baisse de revenus. Dans les circonstances, oui, c'est une aide financière qui s'applique à toutes les organisations. Donc, il faut juste être une petite entreprise, donc 15 millions et moins de capital imposable, et ça vous rend admissible. C'est une des premières mesures qui a été annoncée, là. Madame Hamelin, elle m'envoie aussi, là, puis là, j'ai reçu le truc de M. Pilon, là, fait que je vais faire la lecture. Là. On dit qu'effectivement, les DAS, on peut les recevoir, on pourra en faire la demande. On pourra faire la demande de certaines cotisations de l'employeur. Donc, c'est ça que je disais, l'assurance emploi, le régime de pension Canada, le régime des rentes du Québec, le RQAP, couvre la totalité des cotisations d'employeur pour les employés admissibles pour chaque semaine pendant lesquelles ces employés sont en congé payé et pour laquelle l'employeur a le droit de demander la SSUC à l'égard de ses employés. Il mentionne que les employés en vacances, on peut se faire rembourser certains DAS, mais pas pour les employés qui travaillaient. OK. Donc, je vais valider cette information-là. Donc, on sait, moi, je suis prêt à m'avancer qu'il y a une partie des DAS qui vont, effectivement, ça s'est ajouté à la nouvelle, qu'il y a une partie des DAS qui va être remboursée. J'irai juste pas plus loin que ça, comme tantôt. On va juste valider l'information sur jusqu'à quel point on peut en faire une réclamation.
Isabelle Degg, si on fait un retour au travail le 4 mai, l'employé est pénalisé si la période se termine le 4 mai. Là, j'ai pas les périodes devant moi du PCU, mais si vous me dites que la période du PCU se termine le 9 mai, je pense que c'est le cas, effectivement. Elle allait jusqu'au 9 mai, oui. La période du PCU va jusqu'au 9 mai. Si vous le rappelez le 4 mai, effectivement, il y aurait il y aurait une semaine auquel l'employé a reçu un PCU puis qu'il ne devrait pas travailler, dans le fond. Ou il retourne au travail puis il rembourse cette portion-là. 4 mai, 4 mai, c'est un lundi, puis le 9 mai est un samedi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une semaine de travail complète. Alors, j'ai plus de questions. Je vous remercie. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées rh@sagedecision.com et un numéro de téléphone, bien entendu. Donc, merci beaucoup. Au plaisir.